Bon, eh bien, écoutez, moi, je vais essayer de vous emmener dans une réflexion peut-être moins scientifique, profondément scientifique, mais qui pose quand même beaucoup d'interrogations. Je vous explique un peu. Vous savez que bon nombre d'entre vous savent en tout cas qu'à l'espace éthique, nous sommes un peu, comment je vais dire ça, un peu obsédés par le sens des mots et partager le sens des mots. Et je voudrais vous emmener dans cette direction-là avec les mots-clés qui ont animé cette soirée. Innovation, prévention, prédiction, accessibilité, équité. Je voudrais vous faire découvrir des aspects auxquels on n'a pas encore pensé. Le mot innovation, en lui-même, regroupe des aspects extrêmement variés et pas que dans le champ de la recherche fondamentale, de la recherche médicamenteuse, voire même technologique. Le mot innovation, il est très piégeux. Il est piégeux parce que vous avez des innovations qui sont des vraies innovations, c'est-à-dire des vraies découvertes pour lequel on essaye d'apporter, comme l'a dit Thomas et Morissette, c'est d'apporter la preuve de leur efficacité. C'est de la recherche d'innovation tout à fait précise. Mais dans le mot innovation, il y a obligatoirement associé le mot financement, car toute innovation a besoin de financement. Et on va trouver des financements importants dans l'innovation de la recherche médicamenteuse, surtout vers les laboratoires. Mais on trouvera auprès des CHU, des hôpitaux universitaires, beaucoup d'innovation dans la recherche clinique, par exemple. Mais plus qu'aucun que ça, vous avez l'innovation qui va être plutôt dans le champ du prendre soin, dans le champ médico-social. Et là, ça met en jeu les financements des départements. Et les départements vont souhaiter financer plus ou moins certaines innovations qui les intéressent plus du fait de leur population, soit plutôt jeune, soit plutôt âgée. Il y aura des critères de financement, de choix des innovations qui seront extrêmement étonnants parfois. Parce que le mot innovation, c'est pas obligatoirement inventer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi lié au territoire, c'est-à-dire c'est déjà innové quelque part, mais ça n'est pas innové dans la région ou dans le département. Donc le mot innovant, il est innovant par rapport au territoire, il n'est pas innovant par rapport au fondamental domaine de l'action qui va être innovante. Je vous donne un exemple très concret. Les robots chirurgicaux, qui sont des innovations technologiques assez extraordinaires, font l'objet très récemment d'appels à candidature dans les hôpitaux publics, alors qu'ils sont en Île-de-France, alors qu'ils sont présents depuis déjà plusieurs années dans les cliniques privées. C'est innovant. La présence d'un robot chirurgical, appel à candidature, c'est innovant dans les hôpitaux publics. Donc vous voyez que ce mot innovation, il est un peu étonnant et parfois à géométrie variable. Le mot prévention, c'est aussi un mot qui peut avoir des variations. Est-ce de la prévention primaire ou est-ce de la prévention secondaire, c'est-à-dire la prévention de l'aggravation? Ce n'est pas le même sens de la prévention. Les preuves d'efficacité ne sont pas les mêmes, mais toutes s'appuient sur des principes statistiques, sur le numérique, c'est les statistiques qui vont permettre de construire des projets de prévention, voire même des projets de prédiction. C'est-à-dire que prévention et prédiction ont en commun d'avoir une soif irrépressible de données de santé. Elles ont besoin, pour construire leurs projets,
euh, pour en prouver la validité, elles ont besoin de s'appuyer sur des très grands nombres. Donc, on va proposer à des personnes, à des patients ou à des, d'accepter que leurs données de santé soient transmises à des biobanques, par exemple, hein, qui vont regrouper. C'est leur financement. Dans l'innovation, il y avait des financements plutôt de type sonnant et trébuchant. Dans la prévention et la prédiction, ce sont des financements par le biais de vos données de santé, un maximum de données de santé. C'est ça qui approvisionne la prévention et la prédiction, la construction de programmes. Et puis, il y a ce mot accessibilité, qui est probablement un mot qui me préoccupe le plus, et son corollaire, qui est l'équité dans l'accessibilité. Pour moi, le premier sujet de questionnement sur l'accessibilité, c'est d'abord la compréhension du jargon jargonneux, la compréhension des sigles et acronymes jamais traduits, la compréhension du document d'information du patient pour participer à une recherche médicale, afin d'obtenir ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire son accord éclairé et à défaut, dans certains cas, sa non-opposition. La compréhension est une valeur éthique, la compréhensabilité, je ne sais pas si je suis en train de faire un néologisme, mais en tout cas la compréhension de ce qu'on vous propose dans le cadre d'innovation, de prévention et de prédiction, elle est essentielle à la valeur éthique de l'offre de participer à quelque chose. Et je peux vous affirmer que dans certains cas, on est en droit d'émettre des doutes sérieux sur l'accessibilité à la compréhension des patients, tant les événements ou les choses ou les projets leur sont présentés de façon pour le moins étonnante. Il y a les essais cliniques aussi. Parmi les essais cliniques, il y a aussi des essais cliniques qui sont pas obligatoirement médicamenteux, pas obligatoirement techniques, qui font partie de ces essais cliniques d'une prise en charge du patient plus globale, plus fine, que de faire la preuve scientifique, blanc, noir, que ça marche ou ça ne marche pas. Les médicaments innovants et les médicaments et les dispositifs médicaux posent une grande question de l'accessibilité financière. Certains d'entre eux, quand vous n'êtes pas dans un protocole de recherche, le protocole de recherche, il paye le médicament ou l'essai clinique. Mais quand vous n'êtes pas dedans, les médicaments innovants, des dispositifs innovants, peuvent parfaitement, par exemple, avoir reçu leur AMM, autorisation mise sur le marché de l'Europe, l'AMM européenne, qui est la loi chez nous en France comme dans les autres pays d'Europe, mais par contre, ils ne bénéficient pas encore d'une évaluation pour son remboursement par la sécurité sociale. Ça met clairement en jeu l'accessibilité aux médicaments innovants non remboursés qui seront une affaire de moyens financiers et non pas de droit équitable d'accès à l'innovation. Il y a aussi l'éloignement géographique, curieusement. On n'y pense pas toujours. Beaucoup de recherches médicamenteuses ou de recherches cliniques sont menées dans les grands CHU et il y a un problème d'accessibilité, je parle surtout dans les zones rurales où il y a un grand CHU et puis il faut faire 80 km pour y aller. Et bien, pour pouvoir y participer, il va y avoir des problèmes d'éloignement, des problèmes de conduite automobile, des problèmes de disponibilité des proches, que ce soit les parents d'un enfant qui participent à une recherche, que ce soit le conjoint ou
ou d'un patient adulte qui va participer à une recherche, l'éloignement géographique va être aussi une grande cause de non-accessibilité à certaines recherches cliniques ou médicamenteuses. Par rapport à tout ça, j'aimerais vous dire à quel point je rejoins beaucoup ce principe qu'il faut renforcer impérativement la co-construction des projets avec des patients ou des représentants des patients, sachant aussi inclure parmi eux des aidants familiaux, des proches aidants. Vous savez, j'ai vu toutes ces dernières années fleurir d'extraordinaires outils nouveaux, technologiques, permettant la surveillance de telles choses, la prise en compte des risques de chute, la dénutrition avec des capteurs de frigidaire. J'en parle, c'est des meilleurs, tout nouveau, ça vient de sortir d'ailleurs, compte tenu que la déshydratation des personnes âgées a été identifiée comme un problème extrêmement grave, ce qui est vrai, avec un besoin de prévention de la déshydratation. Eh bien, il existe maintenant un verre connecté qui permet de surveiller qu'est-ce que boit le patient et qui est même capable de différencier ce qu'il boit d'un verre renversé. Merveilleux, on n'arrête pas les progrès. Il faut quand même se poser des questions. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis on est en train de se poser des questions sur l'aspect intrusif d'un certain nombre d'innovations technologiques. J'ai vu fleurir avec ce que j'appellerais un peu ironiquement les géos trouvent tout de la technologie, vous savez. Alors, ils sortent une technologie géniale, innovante, et puis après, je dis bien après, ils cherchent à qui les vendre. Et pour cela, les vieux sont un marché merveilleux de besoins de technologie. Alors qu'il faut, je propose vraiment d'être extrêmement acteur et actif pour la création de living labs, on appelle ça des living labs, c'est-à-dire de la co-construction de technologie avec des patients, avec des proches de patients, avec des chercheurs qui vont expérimenter et co-construire ces technologies et non pas construire la technologie et chercher le marché, ce qui est un processus bien évidemment éthique complètement inversé. Nous devons travailler ensemble à des co-constructions technologiques pour améliorer la sécurité, les soins, tout en respectant les droits des patients. Ça me paraît vraiment quelque chose de parfaitement essentiel aujourd'hui. Et puis, j'aimerais attirer votre attention également sur un danger, je le conçois comme ça. Un certain nombre d'entre vous savent peut-être que, et Thomas l'a abordé aussi, aucune recherche médicamenteuse ou dispositifs médicaux ne peut avoir lieu en France sans l'accord d'un comité de protection des personnes pour la recherche biomédicale sur la personne humaine, ça s'appelle les CPP. J'ai le grand honneur d'en présider un. J'aimerais vous dire à quel point ce travail fait par les CPP est absolument essentiel et est surtout construit sur des valeurs collégiales éthiques. Ils sont constitués de 2 collèges, avec un collège de médecins, de scientifiques, de spécialistes, et puis un collège de représentants des usagers, de spécialistes en matière juridique, de spécialistes en matière d'éthique. Et c'est cette collégialité sont des organisations qui se réunissent au minimum une fois par mois pendant plusieurs heures et qui donc évaluent tous les projets de recherche et prononcent un avis. Cet avis-là est collégial et il en fait la valeur profonde. J'aimerais attirer aussi votre attention sur quelque chose de nouveau et de récent
que les CPP ont subi, je dis bien subi, la France participe à un dispositif international qui s'appelle CTCure, qui établit une procédure d'évaluation accélérée pour certains essais internationaux évaluant des thérapies anti-Covid-19. C'est-à-dire que nous avons subi des pressions pour que les recherches dédiées aux thérapies anti-Covid bénéficient d'un dispositif accéléré nous demandant de nourrir une IRA à toute vitesse, y compris dans une collégialité restreinte si on n'avait pas le temps d'être tous là, ce qui me pose vraiment une question éthique sur une nouvelle hiérarchie qui serait instituée par l'Europe sur les priorités de la recherche, c'est-à-dire que la recherche anti-Covid passait avant la recherche du cancer, par exemple. Voilà, ça pose une vraie question éthique sur les procédures d'évaluation de la recherche médicale en France et des pressions qu'elle peut subir dans le cadre de dispositifs internationaux. Ce sont les deux sujets la co-construction et la vigilance sur les projets de recherche et l'éthique des projets de recherche. Ce sont les deux préconisations que j'aimerais vous proposer pour ce domaine vaste et étonnant que sont les innovations, la prévention, la prédiction, les biomarqueurs, toute cette nouveauté qui peut apporter d'énormes avantages, mais dont on ne doit pas négliger les dangers. Voilà, je suis là aussi, comme Thomas et comme Morissette, pour répondre à vos éventuelles questions.